Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Hamza Fassiferi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-président du CDH, vous êtes député bruxellois et évidemment, on va parler avec vous de tout ce qui s'est passé, notamment à la ville de Bruxelles, au conseil communal d'hier. Mais avant de parler de ça, il y a quelques questions d'actualité qui concernent plus généralement le CDH et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Tout d'abord, cette histoire du départ de Joëlle Miquet, quand elle est partie il y a quelques mois. On a nommé 2 ministres wallonnes pour la remplacer. Et le président du CDH a dit qu'il n'est pas question que ça coûte 1 euro de plus. Maintenant, est-ce qu'on sait qui paye exactement le salaire de la ministre supplémentaire ? Oui, donc son engagement était clair et ferme. Et je pense qu'il n'a pas changé d'avis. Il n'y a pas de raison de changer d'avis. Ça ne doit coûter absolument rien aux contribuables. Et donc le principe, c'est que ça doit se faire sur base d'économies au niveau du cabinet de la ministre. Et c'est ça qui est en train de se faire. Ici, il y a eu une demande d'une avance auprès du Parlement, une avance à rembourser, et il y a un plan d'échelonnement par lequel le gouvernement et le cabinet de la ministre va rembourser le Parlement qui a octroyé une avance. C'est rien de plus que cela, le principe reste le même, ça ne coûtera rien au Parlement, ça ne coûtera rien au gouvernement, et donc ça ne coûtera rien aux contribuables. Donc le Parlement avance la somme pour qu'elle ait son salaire quand même, parce qu'elle travaille, donc elle a droit à son salaire. Et après, grâce aux économies qui sont faites entre les 2 cabinets, on pourra rembourser cette somme au Parlement. C'est exactement ça, c'est le principe dès le départ, et je pense qu'il y a eu et à partir de quand on le verra, parce que c'est l'opposition qui pétrole un peu là-dessus, à partir de quand on verra ce remboursement? Mais ça va se faire au fur et à mesure. Si les économies étaient faciles à faire en une fois, je pense que ce serait le cas dans beaucoup de domaines et pas uniquement dans celui-là. Donc les choses vont graduellement, mais elles sont enclenchées. Et donc ici, c'est vraiment une modalité technique pour permettre effectivement de payer un salaire pour le travail qui est réalisé, avec un remboursement d'avance par trimestre qui va démarrer dès le prochain trimestre. Ah bien, on surveillera ça. Absolument. Tant qu'on parle de fédération, parlons un peu de ce débat qui fait rage entre Wallons, et notamment entre socialistes Wallons, sur la régionalisation de l'enseignement et de la culture. Et Laurette Onkelinx a rajouté son petit mot aussi là-dessus en disant peut-être qu'il ne faut pas régionaliser l'ensemble, mais on devrait peut-être régionaliser les pouvoirs organisateurs de l'enseignement qualifiant. Quelle est votre position? Vous tenez très très fort à la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous, au CDH. Tout à fait, et je pense que ce serait bien qu'on tienne beaucoup plus ensemble à cette fédération, parce qu'elle a beaucoup d'intérêt pour les francophones de ce pays, ça c'est vraiment très important. Mais ici, il y a 2 choses un peu différentes. Sur l'enseignement qualifiant, aujourd'hui dans l'enseignement officiel, il y a un seul PO sur toute la communauté française, pouvoir organisateur, et rien n'empêche qu'on puisse décentraliser les PO, pas par région forcément, mais par bassin scolaire. Aujourd'hui, les bassins scolaires existent. Ça permet d'avoir un certain nombre de coordinations, de décisions déjà aujourd'hui, par exemple sur l'offre scolaire. On va voir s'il y a 2 écoles qui ont des classes avec 2 soudeurs dans le qualifiant. On va peut-être faire une seule classe dans une seule école pour faire des synergies. Donc les bassins scolaires permettent ce genre de choses. Donc on peut faire un bassin bruxellois. On pourrait aller dans ce sens-là. C'est déjà dans les discussions dans le cadre du pacte pour l'excellence de l'enseignement, mais ce n'est pas tout à fait la régionalisation. La régionalisation, attention, prudence. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Il y a une réforme de l'État qui vient de passer il y a 2 ans maintenant. On n'a pas encore fini de la mettre en œuvre et de la digérer. Je pense qu'il faut d'abord la mettre en œuvre, d'abord la réussir et faire en sorte que ça marche. Assez de plomberie et de tuyauterie, faisons fonctionner ce qui marche, et avec cette nouvelle réforme de l'État, il y a déjà de la matière. Et puis surtout, attention à ne pas fragiliser les francophones. La NVA, je pense, n'a pas encore dit son dernier mot. Je crois que ce n'est pas très malin d'aller diviser les francophones, d'aller affaiblir les Bruxellois et les Wallons, alors que l'avenir va peut-être nous réserver des moments de tension. On doit au contraire être forts ensemble. Et ça, c'est la communauté française, c'est la fédération qui le permet. Mais on peut dire aussi qu'il y a urgence à Bruxelles, parce qu'il y a une démographie galopante, il faut construire davantage d'écoles, il faut faire des efforts pour que la qualité de l'enseignement soit encore meilleure. On est quand même assez bas dans les niveaux de réussite. Est-ce qu'il n'y a pas urgence pour vous aussi dans cette matière-là? Il n'y a pas de choses à faire? C'est toute l'idée et tout l'objectif du pacte pour l'excellence qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'enseignement, que ce soit les profs, les parents, les fédérations, la société civile impliquée et concernée, et qui vient de remettre il y a quelques semaines leurs recommandations qui arrivent maintenant au gouvernement. Et le gouvernement doit arbitrer, je pense que ça va être pour la rentrée, arbitrer entre les priorités que le gouvernement va mettre en œuvre, les mesures que le gouvernement va mettre en œuvre,
précisément pour répondre à tous ces enjeux. Il faut moderniser notre enseignement, améliorer le statut des enseignants, améliorer la qualité, améliorer le lien avec les familles et les parents et rapprocher aussi les écoles du monde du travail et du monde de l'entreprise. Ce sont certains des enjeux qui sont dans le pacte. Est-ce qu'on ne prend pas un peu du retard? Parce que 18 mois pour faire un pacte d'excellence, presque 6 mois peut-être pour l'arbitrer, et puis après, ce sera prêt quand? En 2019, en 2020? Donc, on n'a pas arrêté de travailler pendant qu'il y avait le pacte. Des choses ont été mises en place. Rappelez-vous l'année et demie que Joël Milquet a passé avant de sortir. Il a fait son bilan. On a vu toute une série de mesures qui ont été prises, qui concernent la maternelle, qui concernent le secondaire, qui concernent le fonctionnement au niveau de l'enseignement. Le pacte, ce sont des réflexions plus macro, plus de long terme. Et c'est normal de prendre le temps si on veut concerter, si on veut entendre les acteurs, si on veut leur donner la parole et si on veut tirer aussi les leçons de ce qu'ils nous disent. Ça prend du temps, c'est du moyen terme, mais c'est dans l'intérêt de nos enfants et de l'ensemble de la communauté. Alors hier, vous étiez présent au conseil communal à Bruxelles, à la ville de Bruxelles. On fête les 1 an du piétonnier. Il y a un sondage qui est sorti dans l'ADH ce matin qui dit que 7 Bruxellois sur 10 sont favorables au piétonnier. Et vous avez apporté un pavé au bourgmestre Yvan Mailleux. Pourquoi ce pavé? J'ai effectivement remis un pavé au bourgmestre pour un peu symboliser cet an 1, ce premier anniversaire du piétonnier, parce qu'il partait de bonnes intentions. Et il y a un vote au conseil communal qu'il est toujours utile de rappeler, un vote unanime pour dire que nous voulons tous et nous voulions tous un piétonnier. Et le sondage ne me surprend pas du tout. 7 Bruxellois sur 10 sont favorables au piétonnier, mais pas comme ça. Donc en partant des bonnes intentions, ils ont finalement fait de ce piétonnier un enfer. Et donc le pavé, c'était un peu le clin d'œil de fin d'année pour dire, voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça représente un peu le piétonnier. Ils sont partis d'une bonne idée et ils ont complètement raté la mise en œuvre. Et c'est ça que j'ai voulu souligner pour dire, tirer les leçons de cette année qui a vu échec après échec additionner une situation qui a viré au fiasco. Rappelez-vous, il a fallu la mobilisation de l'opposition, de la société civile, des commerçants qui ont été abandonnés dans cette aventure-là, des habitants, des autres niveaux de pouvoir. Il a fallu tout cela pour qu'enfin le collège prenne la mesure de tout ce qui n'allait pas et décide enfin de corriger le tir. Donc moi, je pense que maintenant, il faut tirer les leçons. Ils ont annoncé un certain nombre de changements. Moi, je suis prêt à être positif. Moi, je pars d'un œil positif en disant, voilà, ils ont enfin entendu ce qui a été demandé par les uns et les autres depuis de longs mois, eh bien, attendons de voir. Mais s'ils ne changent pas d'attitude, s'ils ne changent pas de méthode, ma crainte, c'est qu'ils continuent à reproduire les mêmes problèmes. Et ces problèmes, c'est ne pas écouter les gens, c'est ne pas concerter, c'est se précipiter dans la décision, c'est prendre une décision avant de se rendre compte qu'on a oublié de faire passer un marché public, ou bien on a oublié de prendre en considération tel avis technique, etc. La précipitation, l'absence d'écoute des gens, c'est ce qui a mené à cet enfer-là. Et donc moi, ce que j'ai demandé hier au bourgmestre, c'est de tirer les leçons. On a un a priori favorable, mais donc ne reproduisez pas les mêmes erreurs que celles que vous avez reproduites et faites ici cette année. À propos, il y a quelques semaines, vous disiez qu'il faut un référendum sur le piétonnier. Quand vous voyez les effets du référendum, le Brexit, est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui, ouf, heureusement qu'on n'a pas fait de référendum sur le piétonnier, parce que peut-être tout le monde aurait voté contre le piétonnier? Ça, je ne pense pas. Parce que nous avons nous-mêmes fait un sondage, il y a un mois et demi, qui disait plus ou moins la même chose. La plupart des Bruxellois sont favorables au piétonnier, mais pas comme ça. Pas dans ces conditions-là. Alors, il y a d'autres grands projets pour Bruxelles, et on en parle un peu, on a l'impression que ce sont des feuilletons. Commençons d'abord par la prison de Haren, où là, il y avait un chemin local, le chemin du Kelbeek, qui était un obstacle, et là, l'obstacle était levé, puisque maintenant, la ville accepte que cette prison soit construite à cet endroit-là. Elle a dit qu'elle avait obtenu des compensations. Est-ce que ces compensations vous satisfont ? Alors, on a posé la question hier. C'est vrai que c'est un dossier qui est très compliqué, très complexe. La ville n'est pas à la manœuvre, c'est le fédéral qui pilote. La région est partie prenante. Et la ville, évidemment, parce que c'est sur son territoire, donc ça fait beaucoup d'acteurs. Et ce n'est pas toujours évident de voir la coordination et la cohérence dans les actions des uns et des autres. Hier, on a posé la question à la majorité pour voir les compensations, pour voir l'évolution et les intérêts des Harenois, des habitants de la ville de Bruxelles, s'ils allaient être pris en considération. Force est de reconnaître que la ville a un peu perdu dans son rapport de force avec le fédéral dans sa négociation. Nous, ce qu'on souhaite maintenant, c'est que la région réussisse mieux ce que la ville
a raté, c'est-à-dire la défense des intérêts des Bruxellois. Il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, l'état des prisons, et on l'a vu avec les grèves qui ont été fort médiatisées, est tel que les détenus vivent dans une situation indigne. On touche à la dignité humaine. Donc clairement, il y a des choses à faire dans la politique donc il faut une nouvelle prison pénitentiaire. Et donc il faut une nouvelle prison. Donc ça, on l'assume. C'est une décision de la majorité régionale aussi. On part avec ce principe de réaliser cette prison-là. Mais de nouveau, pas dans n'importe quelles conditions. Il faut garantir aux habitants une qualité de vie. Ce n'est pas évident, ce n'est pas anodin d'avoir une prison dans son quartier, dans son environnement direct. Donc il faut un certain nombre de compensations, d'aménagements. La ville a échoué à les obtenir. Et mon espoir, c'est que la région qui reprend maintenant la main et qui sera en première ligne maintenant, puisse obtenir plus que ce que la ville n'a obtenu à ce stade. Donc les 2 gares rénovées et le parc, ça ne suffit pas? Il faut les aménagements, il faut les questions de sécurité, il faut aussi vérifier et faire en sorte que les impacts budgétaires et financiers ne rejaillissent pas sur le CPAS et sur un certain nombre aussi d'éléments budgétaires. Tout ça aujourd'hui n'est pas acquis et donc il faut que la région puisse obtenir davantage de compensation que ce qui a été obtenu jusqu'à présent. Alors, autre grand projet, c'est ce grand stade qui devrait être prêt pour 2020, pour le prochain Euro. D'abord, est-ce qu'il va être prêt, ce grand stade? Qu'est-ce que vous pensez? Ça, on ne sait pas s'il sera prêt, mais de nouveau, c'est un dossier qui illustre cette mauvaise gestion, cette mauvaise gouvernance de la majorité PS et MR à la ville. Je rappelle que vous êtes dans l'opposition, hein, pour que ce soit bien clair. Oui, et ce qu'on essaie de faire dans l'opposition, et je l'ai rappelé hier, c'est d'abord alerter. Alerter quand quelque chose nous semble aller dans le mauvais sens. Dénoncer lorsque ces choses continuent à aller dans le mauvais sens et faire des propositions pour dire attendez, vous n'avez pas bougé par vous-même, voilà des propositions concrètes qu'on vous propose. Alors pour le grand stade, on a fait chaque fois ça. Et malheureusement, ça n'est pas suivi. Ça n'est pas toujours suivi, c'est rarement suivi. Le stade est une illustration supplémentaire de cette mauvaise gouvernance. Il y a beaucoup d'opacité autour de ce dossier, beaucoup de documents confidentiels, on n'a pas toujours l'information. Il y a aussi des promesses qui sont non tenues. Dois-je rappeler que Alain Courtois et le MR et le PS ont tous dit « ça ne coûtera pas 1 euro aux contribuables » et je ne compte plus les dizaines de millions d'euros qui sont injectés. C'est devenu un véritable puits sans fond. Pour être juste, ici, Philippe Claus a dit « ça ne coûtera pas plus que ce que coûte aujourd'hui le stade Roi-Baudouin ». Mais c'est faux. C'est faux. J'ai posé des questions écrites, officielles à la ville, au collège, qui m'a répondu. J'ai pu comparer le coût actuel du Roi-Baudouin et les coûts futurs du stade. C'est absolument faux. Aujourd'hui, l'entretien du stade Roi-Baudouin coûte 1,5 million. Et 1,5 million, tout compris. Demain, le stade, chaque année, la ville va mettre 5 millions d'euros, parce qu'on oublie souvent de compter la TVA, mais la ville va la payer, mais ne pas la récupérer. 5 millions d'euros par an. Ce n'est pas la même chose qu'1,5 million. À cela s'ajoutent des frais ou des faux frais qui n'ont pas été comptabilisés. Il y a l'achat de ce sentier de Grimbergen, 400 000 euros. Il y a les frais d'avocat. C'est un sentier invisible que la ville a dû racheter pour être sûre de ne pas avoir de problème de recours de nouveau, dans 99 ans. La ville nous dit, pas de souci, ce sentier n'existe pas dans les cadastres et donc il n'y a pas de problème. 3 mois plus tard, il revient, la queue entre les jambes, en disant en fait, il faut quand même qu'on le rachète, on ne sait jamais. Ça coûte 400 000 euros aux contribuables, alors qu'on nous a dit que ça n'allait rien coûter et que ce sentier n'existait pas. Donc, si on fait l'addition, ce que je retiens, c'est que la manière dont la ville et la majorité PSMR gèrent tant le stade que le piétonnier que beaucoup d'autres dossiers, c'est une manière qui est de la mauvaise gouvernance. Peu de transparence, beaucoup d'opacité. Pas de concertation, des promesses qui sont non tenues, des décisions et puis des reculades. On avance en marché public, on se rend compte qu'il faut faire des marchés publics. Il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils tirent les leçons, il faut qu'ils améliorent la gouvernance. C'est de l'argent du contribuable qu'il s'agit. Merci Hamza Fassifiri. Demain, je recevrai François Belot, le ministre fédéral de la Mobilité. Bonne journée.